Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de déballage de boîtes d'horreur à Arkham, le JCE. Aujourd'hui, l'investigateur de la classe mystique et les cartes de la classe mystique de la boîte La Conspiration d'Innsmouth. L'investigateur, c'est Dexter Drake. Alors Dexter Drake, petite aparté, il était déjà sorti comme carte promo dans le livre Blood of Balchandor, un livre qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, je ne saurais pas vous dire quand, mais il me semble que c'est en 2020. Donc par rapport à par exemple Caroline Fern, il y a eu peu d'écart entre la sortie de la version alternative et la sortie de la version officielle. Dexter Drake, le magicien, il a 5 de volonté, 2 d'intelligence, 3 de force, 2 d'agilité, 6 points de vie, 8 points de santé mentale, trait sorcier et vétéran. Action rapide, lors de votre tour, défaussez un soutien que vous contrôlez, jouez de votre main un soutien avec un titre différent en réduisant de 1 son coût, limite d'une fois par round. Signe des anciens plus 2, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu. Ensuite, piochez une carte. Construction de deck, carte mystique de niveau 0 à 5, carte neutre de niveau 0 à 5, carte truand de niveau 0 à 2. Exigence du deck, sens du spectacle, bribe occulte, une faiblesse de base tirée au hasard. Alors les cartes auxquelles il a accès, il y en a un paquet. Si on considère, disons déjà ses caractéristiques. 5 de volonté, c'est très bien pour un mystique. C'est ce qu'a Agnès Baker, c'est ce qu'a Akashi Onyele et aussi Jacqueline Fine. 2 d'intelligence, c'est faible, mais il peut enquêter avec des sorts. 3 de force, avec une petite arme, il peut s'en sortir contre de petits ennemis. Et 2 d'agilité, il faudra qu'il s'échappe avec des sorts. Sa capacité, en action rapide, il défausse un soutien qu'il contrôle et joue de sa main un soutien avec un autre titre en réduisant de 1 le coût. C'est du gain d'action et de ressources. Alors défausser un soutien qu'on contrôle, c'est a priori un soutien qui ne sert plus. Donc ça va être un soutien, classique recherche, les cartes auxquelles il a accès, avec utilisation dans le texte. Il y en a un paquet, il y en a beaucoup en truand, et évidemment il y en a beaucoup en mystique, vu que tous les sorts soutiens ont utilisation X charge. Si on regarde quelques cartes, le colt de poche, c'est une arme truand qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, utilisation 5 munitions, action dépenser une munition, combattre, vous gagnez plus 1 en force pour cette attaque inflige plus 1 dégât. Forcez, à la fin du round, défausser le colt de poche. Alors c'est pas une arme très efficace, mais c'est toujours mieux que rien. Elle coûte 2, elle permet de faire 5 tirs maximum, mais on défausse à la fin du round. Vu que de toute façon à la fin du round elle est défaussée, Dexter il peut pendant son tour, en action rapide, le défausser, et ça lui permet donc de jouer une autre carte, sans dépenser d'action et en réduisant le coût de 1. Mettons qu'il a un petit ennemi, il joue le colt de poche, pour 2, il fait ses 2, 3, 4 tirs selon comment il met la carte en jeu et combien d'actions il lui reste, et puis il défausse la carte, et il a le droit de jouer, mettons, un flétrissement pour 2. Le whisky du Tennessee, un soutien de niveau... Alors là c'est la version de niveau 0, c'est la seule à laquelle il a accès, qui coûte 3, utilisation de provisions, action rapide, incliner le whisky du Tennessee et dépenser une provision, vous gagnez plus d'1 en volonté pour un test de compétence d'une carte traîtrise. Action, défausser le whisky du Tennessee, combattre, vous gagnez plus 3 en force pour cette attaque. Alors l'action rapide du whisky, a priori, Dexter il n'en a pas besoin. Par contre, défausser le whisky pour un combat à plus 3 en force, c'est pas négligeable. Alors, un seul dégât de l'attaque, mais c'est un soutien qu'on a en jeu. Éventuellement, si on a un gros test de volonté, plutôt que d'attribuer écran, on utilise une provision. Quand il n'y a plus de provision, on peut toujours combattre.
et si on n'a pas besoin de combattre, on peut le défausser pour jouer une carte de sa main. Les deux classiques, analgésique et pipe, donc à chaque fois un soutien qui coûte 1, qui a 3 provisions, action rapide, dépenser une provision, incliner le soutien, et soit vous subissez un dégât pour soigner une horreur, ça c'est la pipe, soit vous subissez une horreur pour soigner un dégât, ça c'est l'analgésique. Et une fois qu'il n'y a plus de provisions, vous le défaussez. Autre exemple, la lampe torche, vous payez 2, vous pouvez faire 3 enquêtes contre valeur occulte -2, et ensuite la lampe torche reste en jeu, elle a plus de provisions, elle est inutilisable, vous pouvez la défausser. Voilà, donc cette capacité va vous permettre, je pense, de jouer plus de soutien. Le truc avec un soutien, c'est que dans un premier temps, il faut le jouer, et les soutiens que vous utilisez, vous dépensez une action pour les mettre en jeu, sauf s'ils sont rapides, et certains ont un nombre limité d'utilisation. Quand ils ont plus d'utilisation, faut les remplacer. Comment on les remplace ? Typiquement, on joue pour une action un autre soutien qui a le même effet. Les mystiques ont leurs sorts les plus efficaces, flétrissement, rituel de recherche, brume de relier, ont un nombre limité d'utilisation. Et il y a toujours le problème, et un coût non négligeable, donc il y a toujours le problème, une fois que j'ai plus de charge à mon flétrissement, j'ai plus un sort de combat aussi efficace, même si j'ai atrophié à côté, il faut que je joue une autre copie de flétrissement. Cette autre copie de flétrissement, il faut que je la paie, il faut déjà que je l'ai piochée, au moment où je la joue c'est une action, je peux me prendre une attaque d'opportunité, et Dexter, avec son action rapide, il répond un petit peu à tout ça. Chaque fois que vous défaussez un soutien que vous contrôlez, au passage, encore une fois, c'est intéressant sur les actions d'analyser ce qui fait partie du coût et ce qui fait partie de l'effet. Là, le seul coût, c'est défausser un soutien. Jouer de votre main un soutien avec un titre différent réduisant de 1 son coût, c'est un effet. Il me semble, là j'ai un petit doute, mais il me semble, vous avez dépensé le coût, vous n'êtes pas obligé d'effectuer l'action. Le coup vous a fait défausser un soutien, vous avez changé l'état du jeu, vous n'êtes pas obligé de faire l'effet. Bon, ça serait bête de ne pas le faire. Donc si on prend l'exemple du combat, vous allez avoir, je disais donc tout à l'heure, je donnais l'exemple du colt de poche. Vous avez le colt de poche pour faire du combat contre un petit ennemi. Quand vous êtes sur le point de ne plus pouvoir utiliser le colt, parce qu'il va être défaussé, vous le défaussez vous-même et ça vous permet, sans avoir à dépenser d'action, de jouer un flétrissement depuis votre main avec un coût réduit. Vous n'avez plus de charge dans le flétrissement, vous mettez en jeu, vous défaussez flétrissement, vous mettez en jeu atrophie pour seulement une ressource, je crois. Ça vous fait un sort de combat, alors moins efficace, mais ça vous permet de tenir jusqu'au moment où vous jouez l'autre flétrissement. L'effet du signe des anciens, le +2, encore une fois, c'est appréciable, mais ça peut vous sauver sur certains tests. Mettons que vous avez une traîtrise qui vous demande de faire un test d'intelligence, avec une difficulté de 4, vous avez que 2, vous vous attendez à échouer, vous avez le signe des anciens, +2, c'est réussi, tant mieux. Et en dehors du modificateur, il y a l'effet, vous avez le droit de renvoyer dans votre main un soutien de votre zone de jeu. Ensuite, piochez une carte. Rappel, ensuite, c'est conditionné à ce qu'il y a avant. Si vous renvoyez rien dans votre main, vous ne piochez pas de carte. Mais si vous choisissez de renvoyer un soutien dans votre main, encore une fois, ça sera a priori un soutien qui a un certain nombre de charges ou de provisions ou une munition et qui est quasiment épuisé. Vous n'avez plus de charge sur votre flétrissement, vous faites un test, vous piochez le signe des anciens, vous remontez votre flétrissement dans votre main, vous piochez une carte, et ensuite vous pouvez rejouer le flétrissement. Et imaginons, tenez, vous êtes engagé avec 2 ennemis, qui ont chacun 3 points de vie, par exemple. Vous attaquez le premier avec atrophie, vous lui infligez un dégât. Vous l'attaquez,
le même avec flétrissement. Vous lui infligez, que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, vous lui infligez 2 dégâts, il est vaincu. Problème, c'était votre dernière charge de flétrissement. Troisième action, vous attaquez le deuxième ennemi avec atrophie. Vous piochez un signe des anciens. Alors vous avez réussi votre test, donc vous lui faites 1 dégât. Grâce au signe des anciens, vous remontez dans votre main votre flétrissement sans charge. Quatrième action, si par exemple vous avez Léo Deluca en jeu, eh bien, vous dites, à la fin de votre troisième action, dans votre fenêtre d'action rapide, vous dites « Je défausse mon atrophie et je joue mon flétrissement depuis ma main pour seulement 2 ressources. » Quatrième action, vous attaquez le deuxième ennemi avec flétrissement. Si vous réussissez, il est vaincu. Voilà, donc c'est très intéressant. Vous remontez dans votre main quelque chose qui n'a plus d'utilisation et quand vous le remettez en jeu, potentiellement en action rapide, c'est pleinement rechargé. Voilà, donc Dexter Drake, il va pouvoir utiliser plein de soutiens vu qu'il économise des actions pour les poser. Il va pouvoir parfois, alors c'est le signe des anciens, faut pas s'attendre à ce que ça soit trop fréquent, il va pouvoir parfois renvoyer dans la main pour les jouer pleinement chargés. Je suis en train de me dire, si vous jouez plein de soutiens, vous pouvez considérer, revoyons la carte, jouer le Ravigile, la version de niveau 0, un allié truand qui coûte 4, 3 points de vie, 2 points de santé mentale, action rapide, dépensez une ressource, choisissez un soutien objet dans votre main et jouez-le, en payant son coût. Eh bien, si vous combinez avec la capacité de Dexter Drake, vous pouvez jouer un soutien qui a un titre différent. Si vous avez en main flétrissement, et que vous voulez jouer cette copie de flétrissement en remplacement de votre flétrissement qui est vide et qui est en jeu, vous ne pouvez pas dire je défausse flétrissement pour jouer flétrissement vu que c'est un soutien avec un titre différent. Donc même, vous ne pouvez pas défausser un flétrissement de niveau 0 pour mettre en jeu un flétrissement de niveau 3. Par contre, avec Joé, vous allez choisir dans votre main un soutien qui coûte peu, par exemple analgésique, ou pipe, ou même investissement qui coûte 0. Vous payez une ressource de plus pour jouer ça en action rapide. Donc encore une fois, mettons que vous jouez analgésique. Voilà, pour 2 ressources, vous mettez en jeu analgésique. En action rapide, vous infligez une horreur, vous vous soignez d'1 dégât. Puis vous utilisez la capacité de Dexter. Vous dites, je défausse analgésique et je joue depuis ma main flétrissement pour seulement 2 ressources. Bilan de cette fenêtre d'action rapide, vous avez 1, dépensez 2 pour mettre en jeu analgésique. 2, vous vous êtes soigné d'1 dégât en vous infligeant une horreur. 3, vous avez défaussé analgésique pour jouer flétrissement pour seulement 2. Donc au total, vous avez dépensé 4 ressources, vous vous êtes soigné d'1 dégât en vous infligeant une horreur et vous avez mis un flétrissement pleinement chargé en jeu. Tout ça sans prendre d'attaque d'opportunité. Et maintenant, vous pouvez continuer le combat avec votre copie de flétrissement chargé. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ces mécaniques de base. Alors, je vais regarder rapidement. Non, je regarderai après si j'ai un exemple de deck à montrer. Sa carte signature, c'est Sens du spectacle, un soutien qui coûte 1. Réaction, après qu'un soutien est entré en jeu sous votre contrôle, jusqu'à la fin du tour, vous gagnez plus 2 à chacune de vos compétences tant que vous résolvez une action déclenchée de ce soutien. Alors les actions déclenchées, c'est action rapide et action, si ma mémoire est bonne. Premier commentaire, voilà, c'est recommandé pour Colt de poche et l'âme enchantée. Mais plus généralement, si on regarde toutes les cartes auxquelles Dexter a accès qui ont un nombre limité d'utilisation, les cartes dont on veut tirer le meilleur, il y a bien évidemment la lampe torche. Vous mettez en jeu la lampe torche pour une action ou en action rapide grâce à la capacité Dexter.
3 provisions, donc 3 utilisations. Pour une action dépenser une provision enquêtée, votre lieu perd -2 de valeur occulte pour cette enquête, et avec sens du spectacle, vous avez +2 en intelligence. Donc si Dexter, il décide pendant un tour de ne faire qu'enquêter, il met en jeu la lampe torche, et il va faire jusqu'à 3 enquêtes avec une intelligence de 6, contre valeur occulte -2. Autre exemple, le flétrissement, vous mettez en jeu votre flétrissement de niveau 0, vous pouvez faire jusqu'à 4 attaques si vous avez assez d'actions à volonté +2. Autrement dit, volonté 7, ce qui revient au même bonus que le flétrissement de niveau 3. Autre exemple, j'en parlais, le colt de poche. Alors ça c'est la version... Je sais pas pourquoi j'ai mis la version de niveau 2. Bon, peu importe. Toujours est-il que vous le mettez en jeu avec la version de niveau 0, quoi qu'il arrive, à la fin du round où il entre en jeu, il est défaussé. Avec la version de niveau 2, c'est à la fin du round si on l'a utilisé. Mais là, avec sens du spectacle, vous le mettez en jeu, vous donnez... Ah oui, voilà, la différence, il y a une coquille, la différence c'est que la version de niveau 2, elle donne +2 en force. Donc vous avez de base 3, voilà c'est ça, vous avez de base 3 en force, vous mettez en jeu le colt de poche, vous utilisez la réaction de sens du spectacle, chaque fois que vous tirez avec le colt de poche, vous avez un bonus de force additionnel de 2. Donc vos 3 de base, les 2 de l'arme, les 2 de sens du spectacle, vous allez faire 3, 4, 5 tirs si vous arrivez à vous donner assez d'action à force 7 pour 2 dégâts par attaque réussie. Autre exemple qui a été donné dans le commentaire, la lame enchantée. Lame enchantée de niveau 3 version mystique. Elle a 4 charges, action combattre, vous gagnez +2 en force pour cette attaque. En tant que coût supplémentaire pour utiliser cette capacité, vous avez le droit de dépenser jusqu'à 2 charges pour remplir la lame de pouvoir. Pour chaque charge ainsi dépensée, vous gagnez +1 en force infligé, +1 dégât pour cette attaque. Vous la mettez en jeu, vous faites 2 grosses attaques à chaque fois en utilisant 2 charges, 3 de force de base, +2 pour l'action de combat, +2 de sens du spectacle, donc on en est à 5-7, +2 des 2 charges, ça fait 9, et en cas de réussite, vous infligez 3 dégâts. Voilà, donc vous faites 2 attaques avec 9 de force et 3 dégâts par attaque réussie. Voilà, donc moi, cette carte-là, je la trouve géniale. Alors par contre, très clairement, plus vous utilisez le soutien qui entre en jeu, plus la carte prend son sens, plus la carte est efficace. C'est-à-dire que si vous jouez en solo et que pendant votre tour, vous devez dans un premier temps échapper à un ennemi, puis faire une enquête pour prendre l'unique indice de votre lieu, puis ressortir, ok, je reconnais, c'est peu intéressant, parce que vous allez entrer en jeu un soutien pour faire votre évasion ou un soutien pour faire votre enquête, et il vous servira une fois. Vous aurez seulement un +2. Bon, c'est déjà quand même pas mal. Par contre, si vous jouez en duo ou en multi et que vous êtes spécialisé, si vous jouez par exemple un trio et que Dexter vous l'utilisez comme polyvalent, vous lui mettez dans son deck 2 sorts de combat, vous lui mettez 2 sorts d'enquête, vous lui mettez lampe torche et également par exemple la lame enchantée que je viens de montrer, et là, au début de son tour, il dit ce tour-ci, ce qu'il faut c'est que je trouve plein d'indices, vu que j'ai rien à combattre, je défausse ma lame enchantée qui est vide, j'entre en jeu une lampe torche, j'entre en jeu une lampe torche, la lampe torche, chaque fois que j'utilise, j'ai un +2 en intelligence, et j'utilise mes 3 actions pour faire 3 enquêtes avec de bonnes chances de succès, ou inversement, tiens, ma lampe torche est vide, je la défausse, j'entre en jeu un flétrissement, ou atrophie, ou lame enchantée, ou colt de poche, et je fais 3 attaques. Et je me suis interrompu brièvement tout à l'heure, parce que là j'ai eu un petit doute, je vérifie. Voilà.
Après qu'un soutien entre en jeu sous votre contrôle, c'est le seul coup. Il n'y a pas besoin d'incliner la carte, il n'y a pas de limite. Donc éventuellement même, si vous entrez en jeu plusieurs soutiens dans le même tour, pour chacun, ça marche. Éventuellement vous entrez, que je trouve un bon exemple, allez mettons, première action, vous jouez lampe torche, deuxième action, vous enquêtez. Troisième action, vous enquêtez, il n'y a plus d'indices. Par contre, il y a un ennemi qui est engagé avec un autre investigateur dans le lieu. Action rapide, vous défaussez votre lampe torche, même si elle a encore une charge. Vous mettez en jeu un flétrissement. Quatrième action, encore une fois, vous avez accès à Léo Deluca, donc vous pouvez avoir 4 actions. Quatrième action, vous attaquez avec flétrissement et Sens du spectacle vous a donné un +2 pour flétrissement aussi. Voilà, donc moi je trouve que c'est une très bonne carte. La faiblesse perso de Dexter Drake. Bribe occulte, un soutien qui coûte 0. Trait objet. Les bribes occultes ne peuvent pas être jouées en utilisant une action jouée. Tant que les bribes occultes sont dans votre main, vous perdez 2 en volonté. Tant qu'elles sont en jeu, vous perdez 1 en volonté. Alors ça, la carte a causé des soucis de compréhension à pas mal de joueurs parce que c'est un soutien qu'on ne peut pas jouer. Concrètement, c'est-à-dire que pour le mettre en jeu, il faut utiliser la capacité de Dexter. Donc cette carte-là, vous la piochez. Voilà, cette carte-là, vous la piochez, elle est dans votre main, vous avez -2 en volonté. Vous passez à 3, ce qui est peu pour un mystique. Mais pendant votre tour, vous allez utiliser l'action rapide de Dexter. Si vous avez de la chance, vous avez un soutien qui ne vous intéressait plus en jeu. Typiquement une lampe torche vide. Vous la défaussez, vous jouez à la place bribe occulte pour 0. Et ça vous a coûté aucune action. Enfin, ça vous a coûté aucune action, ça vous a coûté aucune ressource et ça vous a fait défausser un soutien qui vous intéressait plus. Si ça tombe à un plus mauvais moment, tous les soutiens que vous avez en jeu, vous voulez les conserver. Et vous choisissez celui qui vous intéresse le moins, qui est le plus vide ou le plus circonstanciel, et vous le défaussez pour vous débarrasser de votre faiblesse. Encore une fois, en action rapide, et comme je le disais il y a 2 vidéos de mémoire, il y a des faiblesses, elles vous demandent 2 actions pour vous en débarrasser. Là, ça vous demande pas d'action. Vous pouvez bien sûr choisir de garder la carte en main, mais un mystique qui a que 3 en volonté, c'est faible. Donc, vous voulez la mettre en jeu le plus vite possible. Une fois qu'elle est en jeu, vous avez toujours un malus de 1 à votre volonté. Alors là, c'est pas agréable, mais on fait avec. Et dès que vous le pouvez, autrement dit le round suivant, vous utilisez la capacité de Dexter Drake, vous défaussez bribes occultes, et vous mettez un autre soutien en jeu depuis votre main. Potentiellement l'autre exemplaire du soutien que vous avez défaussé pour mettre en jeu bribes occultes. Autre chose importante à faire remarquer, si vous pouvez faire avec le malus de volonté, bien évidemment, c'est, si vous le pouvez, vous attendez d'avoir remélangé votre défausse pour vous débarrasser de bribes occultes. Comme ça, la carte part dans votre défausse, et si vous n'avez pas à remélanger une deuxième fois la défausse, vous ne voyez plus la faiblesse de la partie. Alors que si vous vous en débarrassez au moment où il vous reste, mettons, 3/4 dans votre deck, vous avez la possibilité de repiocher la faiblesse, 3 rounds plus tard, ce qui serait un peu embêtant. Mais bon, moi, au final, je trouve que c'est très handicapant un round, c'est handicapant le round suivant, mais c'est pas non plus, c'est pas terrible. Alors certes, ça vous met un malus, le malus de -2 ou -1, selon, va peut-être faire que un reste pourrissant va vous infliger une horreur. Et dans ce cas-là, ça a le même effet que si vous aviez eu une faiblesse qui vous disait subissez une horreur. Si ça vous fait rater 2 attaques contre un ennemi qui riposte, ça vous infligera beaucoup de dégâts et ou d'horreur. Mais je trouve que dans beaucoup de situations, ça devrait être quand même assez gérable. Par exemple, si vous êtes engagé avec un ennemi qui a riposte, si vous savez que vous avez peu de chances de réussir vos attaques, vous allez peut-être faire des actions d'évasion.
au pire, vous ratez vos évasions et il se passe rien. Et si vous réussissez une évasion, eh ben tant mieux, vous allez, je sais pas moi, utiliser des actions pour piocher la carte que vous mettrez à la place de Bribe Occulte, ou jouer depuis votre main une carte que vous allez défausser pour mettre en jeu Bribe Occulte, voilà, enfin bref, vous temporisez. Alors, petite remarque rapide, dans le livre Blood of Balshandor, au passage, je le possède, j'ai pas lu le livre, et je n'ai pas joué les cartes qu'il y a dedans. Donc, dans ce pack-là, on a les cartes de remplacement de Dexter Drake. Carte signature, c'est Molly Maxwell, Vie exotique Morgana. Alors pour rappel, pour les gens qui connaissent pas, ces cartes de remplacement sont en anglais, comme les livres avec lesquels elles sont livrées. Il n'y a pas de VF. Donc c'est un soutien qui coûte 3, qui occupe un emplacement d'allié, 2 points de vie, 4 points de santé mentale, trait allié et assistant. C'est une carte qui a le trait remplacement. Alors, j'ai jamais utilisé des cartes remplacement, donc de mémoire, les cartes remplacement, vous les utilisez soit en remplacement des cartes officielles, donc ça par exemple Molly Maxwell à la place de Sens du spectacle, ou en addition. Si vous possédez les deux versions de Dexter Drake, vous pouvez faire un deck dans lequel il a ces deux signatures et ces deux faiblesses. Évidemment, vous ne pouvez pas mettre ces deux signatures et une seule faiblesse. C'est le pack tout entier, on va dire. Donc Molly Maxwell, un icône de volonté, un icône d'agilité et un icône libre, ce qui est très bien. Action rapide, inclinez Molly Maxwell et infligez-lui une horreur, nommez n'importe quel trait, révélez des cartes depuis le dessus de votre deck, une à la fois jusqu'à ce que vous révéliez un soutien avec le trait nommé. Piochez ce soutien, mélangez chaque autre carte révélée de nouveau dans votre deck. C'est amusant comme principe. Je trouve que c'est thématique quand on regarde l'illustration. Voilà, nommez une carte, je vais révéler des cartes, dites-moi quand c'est votre carte. Bien évidemment, ça demande de bien connaître son deck, de bien connaître chaque carte individuellement. Parce que si vous avez par exemple une carte qui est la seule de votre deck à avoir un trait, Molly Maxwell, c'est un tuteur absolu. Si dans votre deck vous avez une seule carte qui a le trait, je dis n'importe quoi, qui a le... Alors, il faut que ça soit un soutien par contre. Hein. Si vous avez un seul soutien qui a le trait relique, vous inclinez Molly Maxwell, vous lui infligez une horreur, vous dites relique, vous révélez les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous ayez trouvé votre unique carte relique, vous la piochez et vous remélangez votre deck. Bien évidemment, si vous avez besoin d'une arme et que comme trait vous dites arme, eh ben vous piochez la première arme qui vient, vous savez pas laquelle. Mais on peut probablement, j'ai jamais essayé, mais on peut probablement exploiter ça en mettant dans son deck des cartes qui ont des traits un petit peu exotiques. Si on regarde rapidement les remarques... Ah oui, son effet demande de lui infliger une horreur, elle a 4 points de santé mentale, donc elle pourra servir 4 fois, et si vous la soignez, eh ben encore plus. Et son action rapide, voilà, c'est très efficace. Alors si on regarde les remarques, voilà... Elle peut encaisser pas mal, elle peut obtenir 3 ou 4 cartes si on choisit bien. Voilà, blablabla. Voilà, le seul problème c'est que la plupart des sorts ont seulement le trait sort. Si vous dites sort, vous révélez, vous pouvez avoir sixième sens, vous pouvez avoir l'âme spectrale, ou un autre exemple, flamme azurée, vous ne choisissez pas votre sort. Par contre, encore une fois, si vous avez une seule carte avec le trait relique, une seule carte avec le trait arme à feu, c'est très bien. Blablabla. Oui, aussi une petite remarque. Ce que je disais avant, vu qu'elle a le trait remplacement, vous pouvez la jouer avec la carte signature Sens du spectacle. Les deux ne sont pas en compétition pour un emplacement,
elle c'est l'emplacement d'allié, sens du spectacle, n'occupe pas d'emplacement. Donc vous pouvez, si vous mettez les deux dans votre deck, utiliser Molly pour chercher, encore une fois, mettons, vous dites relique, vous obtenez la lame enchantée, vous utilisez la capacité de Dexter pour mettre la lame enchantée en jeu, vous activez sens du spectacle et vous avez une super attaque, enfin même jusqu'à 4 potentiellement, super attaque avec lame enchantée. Alors de ce que j'ai vu sur le forum, la plupart des gens préfèrent Molly Maxwell à sens du spectacle. Moi je trouve que sens du spectacle c'est c'est pas plus efficace, c'est plus facile à utiliser, c'est plus intuitif, je mets un soutien en jeu qui me fait faire des tests, j'ai un bonus de 2 pour les tests pendant ce tour-ci. Molly Maxwell c'est, alors je réfléchis aux cartes que je veux, aux cartes qui pourraient m'intéresser là tout de suite maintenant, je réfléchis à laquelle a le trait le plus rare, je dis ce trait, je révèle des cartes, ça y est, j'ai la carte que je veux, ou alors une carte autre, bon, mais très intéressante à jouer. La faiblesse en remplacement, c'est Yaztaroth, donc trait malédiction je crois, curse, ouais, malédiction et pacte, révélation, mettez Yaztaroth en jeu dans votre zone de menace, vous ne pouvez pas mettre de soutien en jeu. Alors c'est pas jouer, c'est mettre en jeu. Et pour 2 actions, défausser Yaztaroth. Tout le jeu de Dexter Drake tourne autour des soutiens. C'est thématique, c'est un magicien, il fait apparaître un soutien, apparaître un autre soutien, il remplace un soutien par un autre soutien, il en renvoie un dans sa main, Molly, son assistante, va chercher le soutien dont il a besoin dans son deck, voilà. Et d'un coup, eh bien, vous avez une faiblesse qui vous interdit de mettre en jeu des soutiens, quelle que soit la façon, avec l'action jouée, avec l'action rapide de Dexter, avec tour de passe-passe, avec jouer le ravigile, peu importe, vous ne pouvez pas mettre de soutien en jeu. Et là, eh ben, ça fait partie de ces faiblesses qui vous demandent de payer 2 actions. Alors, payer 2 actions, le truc c'est que tant que la faiblesse est en jeu, elle n'a pas d'effet négatif, ça réduit pas votre efficacité dans vos tests, ça vous inflige rien, c'est simplement que tant que c'est en jeu, vous faites avec les soutiens que vous avez. Si au moment où vous mettez ça en jeu, vous avez un flétrissement avec 3 charges, un autre flétrissement avec 3 charges, que je trouve un bon exemple, un colt de poche de niveau 2 et une canne épée, il y a ça qui arrive, vous dites ça va, je suis paré au combat, ça me gêne pas pour le moment, et potentiellement, tant que vous ne manquez pas de charge, vous laissez la faiblesse en jeu, vous vous en préoccupez pas. Par contre, il y a un moment, si vous tombez à court de charge, il va vous falloir mettre d'autres soutiens et vous débarrasser de cette carte, et là, c'est 2 actions perdues. Bon, Dexter Drake a accès à Leo DeLuca, donc potentiellement 2 actions, c'est seulement la moitié de son tour, et pas les 2 tiers. Comme en plus, il peut poser des soutiens en action rapide, il a du gain d'action, donc 2 actions, c'est pas une grosse perte pour lui. Par contre, il faudra faire attention au tempo, parce que si vous dites, ça va, j'ai des charges de flétrissement, je laisse en jeu, je m'en occupe plus tard, il y a un moment donné, vous risquez de vous retrouver engagé avec un ennemi, plus de solutions de combat en jeu, et là vous devez vous débarrasser de Yaztaroth. Du coup, vous payez 2 actions. Alors, je faisais l'erreur à une époque, mais même si vous payez 2 actions, ça ne déclenche qu'une attaque d'opportunité. Parce que vous avez c'est une action déclenchée qui a un coût de 2 actions, mais c'est une seule action déclenchée. Donc, vous payez 2 actions, vous prenez une seule attaque d'opportunité, enfin une seule par ennemi bien sûr, et maintenant, vous allez dire, voilà, mon flétrissement vide, je le défausse et je mets en jeu, je sais pas moi, je crois que le sort de combat s'appelle Flamme Azurée, ou Éclat du Néant, ou Atrophie, bref, je place un remplacement. Donc au final,
c'est pas... Comme c'est indiqué ici, c'est très situationnel. Voilà. Ça peut tomber un moment où ça n'a aucun impact sur vous. Ah oui, tiens, j'aurais dû en parler de ça. Niveau gain d'action, c'est vrai que Dexter, il a accès à hâte, et en plus, il est sur l'illustration de hâte. Donc si vous le spécialisez, vous lui mettez Léo DeLuca pour une 4e action, et si pour 2 actions de suite il fait la même chose, par exemple 2 actions de combat de suite, il a le droit à une action pour faire la même chose, si ma mémoire est bonne. Voilà, je crois que hâte, c'est si vous faites 2 fois de suite la même chose, vous avez une action gratuite pour faire cette chose-là une 3e fois. On vérifie rapidement. Blablabla, effectue encore une autre action de ce type, ouais. Bon, par contre, ça prend un soutien à un emplacement d'arcane. Et ben voilà, Dexter Drake, très intéressant sur le papier. Encore un que j'ai envie de jouer. Comme je disais, les 2 premiers investigateurs de la boîte me semblaient peu attractifs. Trish, je la trouve très intéressante, et Dexter Drake également. Et si je regarde, le premier deck que j'ai trouvé, voilà, pour le retour de la route de Carcosa, 50 XP parce que il a des... en tenant compte par exemple de recherche ésotérique, ah oui, et au bol pour Caron. Voilà, ça donne un deck avec, alors peut-être que j'ai un peu exagéré, mais 24 soutiens, 6 événements, et seulement 2 compétences. Voilà les compétences extatiques, vous pouvez recharger vos sorts. Donc des soutiens en main, ça c'est un deck solo, oui. Soutien en main de combat ou d'évasion, d'enquête, pour avoir un 3e emplacement d'arcane, du combat, pour éviter les attaques d'opportunité, du combat, de l'enquête, en accessoire, pioche de cartes ou gain de ressources, a priori pour lui c'est plutôt de la pioche de cartes, boost en volonté, sac à dos vu qu'on a plusieurs objets, on n'en a pas tant que ça. Ah oui, petite remarque, le sac à dos, que je dise pas de bêtises, alors, éventuellement avec le sac à dos vous retrouvez à récupérer 2 copies de canne épée, vous en mettez une en jeu, l'autre vous intéresse pas, quand vous avez un signe des anciens, vous pouvez remonter le sac à dos dans votre main, l'autre canne épée est défaussée, et ensuite vous rejouez le sac à dos pour retutorer. Voilà, c'est une petite remarque. Voilà, David Renfield pour encore plus de volonté. Le gain de ressources, je suis pas convaincu que Dexter manque de ressources, mais bon, c'est toujours ça à prendre. Diana Espérance, qui transforme quasiment un événement en soutien à charge. Initié aux arcanes pour tutorer tous les différents sorts. Voilà, analgésique pour profiter à fond pour avoir un soutien à défausser quand il est vide. Étude des arcanes de niveau 4 pour se donner des bonus en volonté ou en intelligence. Et puis sinon, voilà. Voilà. Allez, on passe aux cartes joueurs. La première, c'est la canne épée. Un soutien qui coûte 2, qui occupe un emplacement de main, trait objet, relique, arme, corps à corps. Jouer la canne épée ne provoque pas d'attaque d'opportunité. Réaction, après que la canne épée entre en jeu, déclenchez immédiatement sa capacité action sans en payer le coût. Le coût en action. Action et le fait de l'incliner. Tout ce qui est entre les 2 points, quoi. Tout ce qui est, avant les 2 points. Action, incliner la canne épée, combattre, échapper à. Vous avez le droit d'utiliser votre agilité à la place de votre force ou de votre volonté. Vous avez le droit d'utiliser votre volonté à la place de votre force ou de votre agilité pour cette attaque ou tentative d'évasion. Autrement dit, vous n'êtes pas gêné par des ennemis, vous gardez cette carte-là en main. Comme ça, les 2 ressources sont disponibles pour autre chose. Vous devez engager avec un ennemi, vous payez 2 et une action, vous mettez la canne épée en jeu. Immédiatement, vous pouvez utiliser son effet, sans payer le coût en action et sans l'incliner. Si c'est un petit ennemi, par exemple un rat, vous dites tant qu'à faire, je le combats. Comme ça il est vaincu, il part à la défausse et j'en parle plus. Si c'est un ennemi un peu plus gros
et qui, mettons, n'a pas chasseur, vous choisissez plutôt échappé A, et vous faites le test d'évasion. Que ça soit un test de combat ou d'évasion, vous le faites à votre volonté. Carte mystique, vous avez une volonté élevée, 4 ou 5 de base a priori, plus 1 ou 2 bonus en jeu, donc de bonnes chances de réussir. Et comme vous n'avez pas dépensé le coup, la canne épée est toujours redressée, dans le pire des cas, vous dépensez une deuxième action pour utiliser sa capacité de combat ou d'évasion. Très intéressant. Alors bien évidemment, ça ne peut pas être votre unique solution de combat parce que ça n'inflige qu'un dégât, mais quand même, niveau combat, ça rappelle un petit peu Atrophie. Un combat à volonté au lieu de force. Alors Atrophie, il y a le bonus de pouvoir diminuer la valeur de combat et d'évasion de l'ennemi. Et la canne épée peut aussi faire office de brume de relier. Brume de relier, vous avez que 4 charges, mais par contre vous avez la possibilité de vous déplacer vers un lieu connexe. Et si vous n'avez pas de chance, vous devez défausser une carte de votre main. Donc voilà, la canne épée, c'est une solution polyvalente de gestion des ennemis. Ça occupe un emplacement de main, alors ça entre en concurrence avec quelques cartes. Personnellement, moi les cartes que j'ai mis en soutien main, il y a l'Atame spirituel, parce que comme action rapide, soutien niveau 1 qui coûte 3, qui occupe donc un emplacement de main, trait objet, relique, arme corps à corps, action rapide, lors d'un test de compétence sur une carte sort, inclinez l'Atame spirituel, vous gagnez plus de à votre valeur de compétence pour ce test. Action, inclinez l'Atame spirituel, combattre, vous gagnez plus en force pour cette attaque. L'Atame spirituel peut booster un test sur n'importe quelle carte sort. Autrement dit, un test de tout type, combat, évasion, enquête, voilà. Une fois par round. Ou alors il peut faire un petit combat à force plus 2 pour un seul dégât. On a les bougies rituelles. Après qu'un jeton, crâne, cultiste, tablette ou chose ancienne est révélé lors d'un test que vous effectuez, vous gagnez plus 1 à votre valeur de compétence pour ce test. Ça, c'est plutôt une carte qu'on va mettre dans des decks qui manipulent le sac du chaos, qui donne de meilleures chances de sortir ces jetons-là. Et on a surtout, en tout cas pour moi, le symbole magique. Ça coûte 3, c'est rapide, ça occupe un emplacement de main, vous avez un emplacement d'arcane supplémentaire qui ne peut être utilisé que pour contenir un soutien sort ou rituel. Donc cette carte-là vous remplace un emplacement de main par un emplacement d'arcane pour un sort ou un rituel. Donc il y a un peu de concurrence pour les emplacements de main, mais moins que pour les emplacements d'arcane. Voilà, carte très efficace. Enfin, ça fait partie de ces cartes. Alors certes, elle est pas rapide, mais le fait que la jouée ne provoque pas d'attaque d'opportunité, ça en fait une carte très intéressante à garder pour le cas où. J'ai pas d'ennemis, j'en ai pas besoin. Ou alors j'ai un flétrissement chargé en jeu, j'en ai pas besoin. Et puis d'un coup, il y a un ennemi, alors qu'on n'a plus de charge de flétrissement, ou alors il y a un petit ennemi, tout ce qu'on veut c'est lui faire un dégât ou réussir à lui échapper une fois, on dépense les 2 ressources, dans la foulée, on fait son test, ça y est, l'ennemi est géré et on n'en parle plus. Dans un deck Dexter Drake, éventuellement, on peut jouer la carte, ça provoque pas d'attaque d'opportunité, on fait un test de combat ou d'évasion, et si c'est réussi, on peut maintenant jouer un sort, ou alors éventuellement défausser la canne pour jouer un sort, et on se prend toujours pas d'attaque d'opportunité, vu que soit on a incliné l'ennemi, soit on utilise l'action rapide de Dexter Drake, et on va pouvoir finir cet ennemi. Si l'ennemi a 4 points de vie, on fait une évasion. Voilà, première action, on joue la canne épée. On choisit de faire une évasion. On réussit, il est incliné. Allez, mettons deuxième action, on joue flétrissement. Troisième action, on attaque au flétrissement, on fait 2 dégâts. Quatrième action, grâce à Léo Deluca, on réattaque avec le flétrissement, on inflige 2 dégâts, on a vaincu l'ennemi. Et dans l'affaire, on s'est pris aucune attaque d'opportunité. Voilà. Vague du destin. J'en ai déjà parlé dans chacune des vidéos précédentes.
Oui, parce que moi j'enregistre toutes les vidéos consacrées à la boîte sur, je sais pas, 3 jours je pense. Donc un événement qui coûte 1, trait sort et béni, rapide, à jouer lors de n'importe quelle fenêtre d'action rapide ou au début du round, remplacer tous les pions maudits dans la réserve du chaos par un nombre égal de pions bénis. À la fin du round, remplacer tous les pions bénis dans la réserve du chaos par un nombre égal de pions maudits. Cette carte-là, c'est une carte à combo. La carte en elle-même vous permet, en remplaçant tous les jetons maudits par des jetons bénis, vous remplacez des modificateurs additionnels de -2 par des modificateurs additionnels de +2. Donc vous augmentez les chances de réussite des tests. Le truc, c'est qu'à la fin du round, tous les jetons bénis, vous les remplacez par des jetons maudits. Si au moment où vous jouez la carte, il n'y a que des jetons maudits, ça veut dire que pendant l'espace d'un round, les jetons maudits deviennent des jetons bénis et ensuite vous revenez à la situation initiale. Par contre, si quand vous jouez la carte, il y a des jetons maudits et des jetons bénis, dans un premier temps, allez, mettons, pour prendre un exemple numérique, voilà. Mettons que quand vous jouez cette carte, il y a 5 jetons bénis et 5 jetons maudits. D'abord vous retrouvez avec 10 jetons bénis, mais à la fin du round, les 10 jetons bénis deviennent 10 jetons maudits. Et ça veut dire qu'au round suivant, si vous comparez d'un round sur l'autre, vous êtes passé de 5 jetons de chaque type à 10 jetons maudits, en supposant que vous n'ayez pioché aucun jeton entre-temps. Voilà, alors si on regarde toutes les cartes dans le pack qui interagissent avec les jetons des deux types, et bien évidemment, une des plus intéressantes pour moi, c'est le rituel de sanctification, qui permet de sceller jusqu'à 5 jetons bénis. Et ensuite, à chaque fois qu'un investigateur dans le lieu joue une carte, on peut incliner le rituel de sanctification pour libérer un jeton qu'il y a dessus, pour réduire de 2 le coût de la carte. Donc on joue vague du destin, pour transformer 5 jetons maudits en 5 jetons bénis. On fait ça pendant le tour du gardien. Le gardien immédiatement, il joue rituel de sanctification, il scelle les 5 jetons bénis, et quand les jetons bénis du sac devraient se transformer en jetons maudits, il n'y a plus de jetons bénis dans le sac, donc il n'y a pas de jetons maudits. Et on a récupéré l'avantage de vague du destin, mais pas l'inconvénient. Et à partir du round suivant, on commence à utiliser le rituel de sanctification, et à chaque utilisation, on reglisse dans le sac du chaos un jeton béni. Si, par exemple, si vous jouez Dexter Drake, vous pouvez utiliser la carte Pacte Faustien. Chaque utilisation, vous gagnez 5 ressources, mais pour pouvoir la jouer, vous devez mettre 2 pions maudits dans la réserve du chaos. Avec Vague du destin, pour l'espace d'un round, ces jetons maudits sont remplacés par des jetons bénis. Donc voilà, c'est une carte. Utilisée isolément, c'est la carte qui vous dit, allez, pour ce round, j'ai un meilleur sac du chaos, par contre c'est seulement pour ce round. Mettons que vous êtes au dernier round du tour, au dernier round de la partie, ou alors vous êtes à un moment crucial, je sais pas, vous devez réussir 3 attaques contre un ennemi qui a riposte, vous dites, allez, un gros boost de probabilité pour ce round, et puis au round suivant, on verra comment ça passe. De toute façon, si je joue pas la carte, il y aura peut-être pas de round suivant. Et en combo, moi il me semble que l'idéal, c'est pour mettre des jetons bénis dans le sac, immédiatement les sceller et ne plus avoir de jetons bénis disponibles pour l'effet négatif de la carte. Alors à l'inverse, allez, je l'ai pas mentionné, mais que je retrouve ça, la carte chercheur à traduire, on peut l'utiliser dans l'autre sens. Elle nécessite qu'il y ait 10 jetons maudits dans le sac du chaos. Donc ce que vous pouvez faire, c'est un moment où entre jetons bénis et maudits, vous avez 10 jetons au total, vous jouez vague, alors pendant le tour du chercheur idéalement, vous jouez vague du destin,
vous transformez tous les jetons maudits en jetons bénis. Fin du round, vous transformez tout en jetons... même pas besoin que ce soit pendant le tour du chercheur. Hein. À n'importe quel moment, le plus tard dans le round possible, vous jouez Vague du Destin. Tous les jetons maudits deviennent des jetons bénis. Si au total vous aviez 10 jetons bénis ou maudits, vous avez maintenant 10 jetons bénis. Fin du round, vous avez maintenant 10 jetons maudits. Round suivant, le chercheur, il utilise la deuxième action du grimoire cryptique. Il dit, il y a 10 jetons maudits dans la réserve du chaos. Je défausse cette carte, je remplace 5 de ces jetons par des jetons bénis. Voilà. Carte suivante, le sort de radiance, c'est un événement qui coûte 0. Trait perspicacité et béni. Rapide à jouer quand un investigateur dans votre lieu pioche une carte traîtrise non faiblesse. Révélez 5 pions pris au hasard dans la réserve du chaos. Si un pion béni ou signe des anciens est révélé, annulez l'effet révélation de cette carte traîtrise. Alors ça rappelle un peu le sort de protection. Sort de protection de niveau 0, ça coûte 1. Rapide à jouer quand vous piochez une carte traîtrise non faiblesse. Annulez l'effet révélation de cette carte, ensuite subissez une horreur. Sort de protection, ça coûte 1. L'effet est garanti et ça inflige une horreur. Sort de radiance, ça coûte 0, ça n'inflige pas d'horreur, mais on prend un risque parce qu'il faut un jeton béni ou signe des anciens. Alors comme on ne résout pas le pion, il faut simplement le révéler. Si on révèle un pion béni, il reste dans le sac du chaos, on le retire pas, vu qu'il n'a pas été attribué. Donc cette carte-là, potentiellement vous la jouez, elle fait rien. Par contre, avantage, c'est une carte de niveau 0 qui marche pour tous les investigateurs dans le lieu. Alors que pour ça, il faut avoir le sort de protection de niveau 2. Ah non, pardon, sort de protection niveau 2, ça marche pour tout le monde, peu importe le lieu. Comme il faut être certain de piocher le bon pion, et ça donne envie de jouer cette carte-là dans un deck mystique qui manipule le sac du chaos. Ou en tout cas qui joue avec les jetons. Par exemple, Jacqueline Fine, vous devriez révéler 5. Vous dites, je devrais en révéler 5, non, j'en révèle 7, et sur les 7, j'en annule 2. De toute façon, ils sont pas appliqués les pions, c'est juste les révéler. Donc mettons que dans votre sac du chaos de 15 jetons, en début de partie, vous ayez rajouté 5 jetons bénis. Vous avez maintenant 6 jetons sur 20 qui fonctionnent. Jacqueline Fine, elle va choisir d'en révéler 7, donc elle en pioche 7 parmi les 20, et elle en annule 2 inintéressants, et sur les 5 non annulés, il faut qu'il y ait au moins un jeton béni, ou au moins un jeton signe des anciens. On a aussi bien évidemment Olive McBride. Au moment où vous devriez piocher un des 5, vous dites j'en pioche pas un, j'en pioche 3 grâce à Olive McBride. Sur les 3, vous en sélectionnez 2. Et donc vous avez un total de 6 jetons, et parmi les 6, il faut un jeton béni ou un jeton signe des anciens. Prémonition. Vous jouez prémonition, vous scellez un jeton sur prémonition, vous voyez par exemple que c'est un jeton béni, et vous vous dites tiens, j'ai un jeton béni qui est scellé là-dessus, c'est peut-être le bon moment pour jouer attiré par la flamme, ou attiré vers la flamme, je sais plus. Donc voilà, je joue mon événement, je pioche la carte du dessus du deck de rencontre, voilà, attiré vers la flamme, je joue l'événement, je pioche la carte du dessus du deck rencontre, si nécessaire, j'utilise sort de radiance pour annuler, vu que je sais que parmi les jetons révélés, j'ai déjà un jeton béni. Si c'est pas grave, j'annule pas et le jeton béni reste. Et j'ai ensuite mes 2 indices. Parce qu'attirer vers la flamme, c'est une très bonne carte, mais éventuellement, ça vous fait piocher la mauvaise carte rencontre. Là, vous annulez l'effet révélation, vous annulez pas le renfort, si c'est un ennemi, vous le piochez quand même, mais ça vous protège d'un certain nombre de cartes. Et au passage, si c'est un ennemi, comme vous savez que vous avez un jeton béni pour votre prochain test,
vous savez que si l'ennemi est pas trop costaud, vous avez des chances de réussir votre évasion ou votre combat. Autre exemple, statue grotesque, 2 jetons au lieu d'un, voilà. Carte suivante, vous voyez le topo, il y a de l'aléa. Plus il y a de jetons bénis dans le sac, plus vous avez de chances de réussir. Et plus vous avez d'effets de manipulation de la pioche de jetons, plus vous avez de chances de réussir. Et si vous n'avez pas de chance, vous avez utilisé la carte pour rien. Alors la carte suivante, promesse de pouvoir. Une compétence avec 4 icônes libres. Trait entraîné et maudit. Après que vous avez attribué promesse de pouvoir à un test de compétence, ajoutez un pion maudit à la réserve du chaos. Si vous ne pouvez pas, parce qu'il n'y a plus de jetons maudits disponibles, vous subissez 2 horreurs à la place. Si on regarde les compétences, il y en a un paquet maintenant. On n'envoie pas des masses avec 4 jetons libres, 4 icônes libres. Qu'est-ce qu'on a ? On a l'œil de la vérité, il est de niveau 5. Bon, il a un effet intéressant sur les cartes traîtrises, mais il est de niveau 5. On a dernière chance qui a 5 icônes, mais vous perdez une icône par autre carte dans la main. Donc si vous avez une autre carte dans la main, c'est 4 icônes libres. Si vous avez 3 autres cartes dans la main, c'est seulement 2 icônes libres. Donc ça en fait une compétence avec beaucoup qui donne un gros boost. Voilà. Alors j'en avais parlé et j'ai oublié de la remontrer dans la vidéo sur Amanda Sharp. Amanda Sharp, elle peut glisser cette carte-là sous sa carte investigateur et pour toutes ses actions, elle a le +4. Et donc, tant que la carte est sous sa carte investigateur, elle fait ses tests à 6, ce qui est extrêmement puissant. Bon, par contre, évidemment, ça met rapidement des jetons maudits dans le sac. La carte a le trait entraîné, du coup, le classique perfection. Voilà. La perfection vient de l'entraînement. Vous faites un test, vous dépensez une ressource, vous cherchez parmi 9 cartes une compétence entraînée, vous trouvez j'ai déjà oublié le nom, vous trouvez promesse de pouvoir, vous attribuez promesse de pouvoir à ce test, éventuellement en plus d'autres cartes compétences que vous avez attribuées. Si vous réussissez le test, la carte reste dans votre main et vous pouvez la rejouer. La réattribuer. Si vous la réattribuez, vous remettez un jeton maudit dans la réserve du chaos. Et puis voilà, notez en utilisant cette compétence, si vous en utilisez 2 copies, ou si vous utilisez la perfection vient de l'entraînement, ou si vous mettez ça dans un deck Amanda Sharp, vous allez mettre pas mal de pions maudits dans la réserve du chaos, et si les pions maudits ne sont pas piochés régulièrement, ils s'amassent, et dans ce cas-là, on peut penser au sombre rituel pour les sceller. Sombre rituel, je vais revenir dessus, donc un soutien qui coûte 1, qui occupe un emplacement d'arcane. Alors, ça peut être gênant à mettre dans un deck mystique, ça peut être dans le deck d'un autre investigateur, scellé jusqu'à 5 jetons maudits, forcé à la fin de la phase du mythe, vous devez soit dépenser une ressource, soit défausser sombre rituel. Donc tant que vous payez, c'est scellé. Sachant que les truands ont beaucoup de ressources, et dans un deck mystique, vous pouvez jouer, David Renfield, pour avoir toutes les ressources nécessaires. Allez, le petit récap. Voilà, je t'ai interrompu par mon animal. Donc, le récap. Dexter Drake, le magicien. J'aime beaucoup. Je suis pas un grand fan... je suis pas du genre à me préoccuper énormément de la thématique, mais je trouve que les effets de jeu sont en accord avec son thème de magicien. Il a la volonté qu'on attend. Il a un combat moyen, mais il a de quoi bien se booster. Sa mécanique de défausser un soutien pour mettre un autre soutien, c'est intéressant. Encore une fois, c'est pas évident. C'est pas comme
je sais pas moi, Mark Harrigan, à un moment donné, on se dit tiens, je veux un bonus, bon je lui colle un dégât et puis j'ai mon bonus. Ou Rex Murphy, tiens, j'enquête, oh j'ai réussi de 2, bon j'ai un indice supplémentaire. Là il va falloir se demander quel soutien mettre dans le deck. Est-ce que à un moment donné un soutien est sacrifiable ou pas? Est-ce que vraiment on veut utiliser la dernière provision de la lampe torche, ou est-ce que c'est le bon moment de défausser la lampe torche pour faire entrer en jeu un rituel de recherche, ce genre de choses. Voilà. Donc sur le papier, voilà, moi il m'intéresse. Comme je vous l'ai montré, j'ai un peu réfléchi à des decks pour lui. Je l'ai pas encore joué, mais j'ai hâte. Voilà, il fait partie des investigateurs qui m'enthousiasment. À noter, comme j'ai la version alternative, la version promo, peut-être que pour lui, j'essaierai donc de jouer avec la carte signature officielle et la carte signature de remplacement, et la carte faiblesse officielle et la carte faiblesse de remplacement, voir une fois ce que ça donne. Les cartes mystiques du pack, la canne épée, j'aime beaucoup le concept de la carte assurance qu'on garde en main. C'est une carte, c'est un soutien qui occupe un emplacement de main. Dans un deck mystique, surtout si vous êtes spécialisé, ça devrait pas être trop un problème. Je dis surtout si vous êtes spécialisé parce que si vous avez un mystique généraliste, vous voulez peut-être un emplacement d'arcane pour le combat, un emplacement d'arcane pour l'enquête, un emplacement d'arcane pour l'évasion, et du coup ça vous oblige à jouer le symbole magique et il ne vous reste plus qu'un emplacement de main. Mais si vous êtes spécialisé par exemple en combat, 2 sorts à la fois ça devrait suffire. Donc voilà, vous gardez la carte en main en guise d'assurance, et si vous avez un ennemi engagé avec vous et que vous n'avez pas d'autre moyen de vous en débarrasser, vous jouez la carte, pas d'attaque d'opportunité, immédiatement le combat, l'évasion, voilà, c'est efficace. C'est simple et efficace. Et c'est très thématique avec Dexter Drake. Petit rajout que j'ai oublié tout à l'heure, la carte a le trait relique. Et comme je le dis régulièrement, certains ennemis sont plus sensibles aux armes reliques. Oui, je disais donc, certains ennemis sont plus sensibles aux armes reliques, donc quand on joue un combattant et qu'on connaît un petit peu la campagne qu'on va jouer, des fois c'est toujours intéressant d'avoir au moins un exemplaire d'une arme avec le trait relique, pour le cas où on tomberait sur ce fameux ennemi qui n'est sensible qu'à ça, ou qui perd du combat quand il est attaqué par une arme relique, ou un truc du genre. Vague du destin, si vous considérez la carte en elle-même, c'est du comment on appelle ça déjà, du dernier carré, c'est si je fais un mauvais round, j'ai perdu le scénario, donc pour le moment je me soucie que de ce round et pas du round suivant, parce que le round suivant peut-être ne viendra pas si je rate à celui-ci. Donc vous remplacez tous les jetons maudits par des jetons bénis. Pendant un round, tous vos tests seront plus simples. Disons en tout cas que vous avez de meilleures chances de les réussir. Du coup, c'est moins risqué que vous perdiez le scénario à ce round. Fin du round, tous les jetons bénis qui n'ont pas été piochés sont remplacés par des jetons maudits. Et puis, si la partie ne s'est pas terminée par une victoire, ou au minimum par un abandon dans de bonnes circonstances, et le round suivant vous devez faire avec les jetons maudits. Ou alors vous jouez ça comme carte à combo. Et là, je vous invite à regarder chacune des vidéos dédiées à cette boîte, parce que jusqu'à présent, ça combotte avec une carte gardien, une carte truand et une carte chercheur. Sort de radiance, c'est un sort de protection à mi-chemin entre le sort de protection niveau 0 et le sort de protection niveau 2, mais
comment dire, mais il y a un risque. C'est-à-dire qu'il faut révéler le bon type de pion pour annuler la carte traîtrise. Dans le pire des cas, la carte n'a rien fait. Dans le meilleur des cas, elle a eu l'effet d'un sort de protection sans rien coûter et sans effet secondaire. Mais c'est un risque à prendre. Voilà, il faut jouer un deck qui manipule la pioche des pions KO pour rentabiliser la carte, je pense. Promesse de pouvoir, une carte compétence qui a le trait entraîné, 4 icônes libres. Par contre, à chaque fois qu'on attribue un test de compétence, on ajoute un pion maudit à la réserve du chaos. Si on n'a plus de pion maudit à mettre dans réserve du chaos, on subit 2 horreurs. Alors, vous avez beaucoup d'icônes libres, donc un gros bonus, mais vous mettez un jeton qui vous ajoute un malus additionnel non négligeable. Bon, c'est un seul jeton, peu de chance de le piocher au moment où vous faites le test. Enfin, le test, oui, ce test-là. Vous attribuez la carte immédiatement, vous mettez le pion, et ensuite potentiellement vous pouvez le piocher. La carte est très bien, ben voilà, encore une fois, quand vous avez des pions maudits, il faudra les je vais y arriver. Quand vous aurez des pions maudits, il faudra avoir des cartes pour faire avec, ou éventuellement avoir un bonus assez gros à tous vos tests pour que ça passe. C'est-à-dire que vous jouez en standard, vous dites comme je joue avec beaucoup de jetons maudits, au lieu d'être toujours à 2 au-dessus de la difficulté, je suis toujours à 3, et normalement ça devrait passer, sauf bien sûr la fois où vous piochez 2 jetons maudits de suite. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Bon, eh bien, un investigateur très intéressant, une carte... Alors la canépée, une carte intéressante, je sais pas si elle sera jouée très fréquemment, mais intéressante. Et par contre les 3, alors Vague du Destin, on en revient encore à, on verra à la fin du cycle comment on joue à fond la mécanique Béni Maudit. Sort de Radiance, pareil, mais en plus dans un deck qui manipule la pioche des pions, et Promesse de pouvoir, ça va être limité à des decks qui tirent le meilleur de cette carte-là, deck Amanda et ou deck avec la perfection vient de l'entraînement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, je vous dis à la prochaine, au revoir.